En 2014-2015, selon une étude toute récente de l'Institut canadien d'information sur la santé, environ 6% des visites à l'hôpital se sont terminées par une mauvaise surprise pour le patient. Donc, on ne compte pas, par exemple, des événements où une erreur de médicament, par exemple, allait se produire et que l'infirmière s'en est aperçue avant que le patient prenne le médicament. Ça, c'est des choses que n'incluons pas. Donc, on inclut des événements qui ont eu un impact sur le patient. Claude Lemay, porte-parole de l'Institut canadien d'information sur la santé. Il y a une étude qui a été faite au Canada en 2004 qui avait trouvé pourcentage à peu près 7,5% d'événements indésirables sur les hospitalisations. On s'attendait peut-être de voir des résultats un peu dans cet ordre de grandeur-là, mais on a également fait les calculs sur les 2 années qui ont précédé 2014-2015 et les taux sont stables autour de 5,6% comme ce qu'on a trouvé pour l'année 2014-2015. Certains hôpitaux posent moins de risques que d'autres au pays à la santé de leurs patients. Au Québec, par exemple, il vaut mieux être malade dans un hôpital universitaire si l'on se trouve dans un état critique. Mais les chances de sortir vivant d'une hospitalisation urgente sont meilleures dans l'ensemble dans un hôpital de l'Ontario, la province voisine. Nos hôpitaux également sont plus risqués les fins de semaine. Les patients qui se rendent à l'hôpital en fin de semaine ont plus de chances de mourir que s'ils y allaient à la semaine. C'est ce que dévoile un autre rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé. Le plus important déjà, c'est de rassurer les gens. On a fait cette étude parce qu'un certain nombre de pays ont fait des études similaires qui montraient qu'il y avait un risque beaucoup plus élevé de mortalité pour les patients admis pendant le week-end, et notamment en Grande-Bretagne, en Angleterre, et aux États-Unis ou en Suède. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas trouvé ce risque beaucoup plus élevé au Canada. Il y a un risque qui est un tout petit peu plus élevé. Jérémy Veillard est un des porte-parole de l'Institut canadien d'information sur la santé. Le taux de mortalité est de 6% pendant du lundi au vendredi, il est de 6,1% pendant le week-end. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais c'est pas non plus négligeable puisque c'est à peu près sur une moyenne annuelle 400 morts excessives et potentiellement un certain nombre de décès pourraient être évités, notamment si on avait des patients ont accès à certains types de tests diagnostiques de manière plus rapide. On s'est rendu compte que certains niveaux de personnel sont plus faibles, notamment les médecins spécialistes et les personnels liés aux soins diagnostiques. Ça peut entraîner des délais et parfois des examens qui doivent avoir lieu pendant le jour même il peut y avoir des délais, ça peut être repoussé au lendemain et c'est une des explications possibles pour ces excès en termes de mortalité. Lors d'un deuxième AVC qu'il a eu, il était admis à l'hôpital après que les ambulanciers soient venus chercher et pour une raison ou une autre, l'information que j'avais communiquée aux ambulanciers et à l'hôpital, aux gens qui étaient là, qu'il avait eu un deuxième AVC quelques heures plus tôt, n'ont pas semblé comprendre que c'était vraiment la réalité. Il y a eu mauvaise interprétation et mauvais diagnostic. Huguette Hébert a été témoin d'erreurs dans le système de santé en Alberta, dans l'Ouest canadien, lorsque son mari était souffrant, il y a quelques années. Ce qui fait qu'il est resté en corridor pendant 7 heures dans le département de médecine familiale. Alors, j'ai questionné pourquoi il était là et non en neurologie. Ah, bien, il n'y a pas de place là-bas, c'est ici. Puis, alors, à tous les jours, je répétais au personnel qui était là qu'il avait eu un AVC et qu'il devait être traité pour l'AVC. Le médecin qui était là me dit, vous savez très bien, madame, pourquoi vous avez amené votre mari ici. C'est que vous souffriez de burn-out et puis que vous ne pouviez plus gérer les comportements agressifs de mon mari. Oh, excusez-moi. Les facteurs de risque dans les hôpitaux canadiens sont multiples. Un danger potentiel, par exemple, la fameuse fatigue de compassion au sein du personnel hospitalier qui est en croissance en ce moment. Alors, les gens qui sont dans des relations d'aide, que ce soit un policier, un enseignant, une infirmière, et on parle d'un épuisement profond, une érosion de l'empathie, dans le fond, un épuisement physique et émotionnel des professionnels. Françoise Mathieu est psychothérapeute et spécialiste en trauma et en burn-out chez les aidants. Co-directrice également de TEND, il s'agit d'une firme d'experts conseils en usure de compassion et burn-out dans l'Ouest canadien. C'est la combinaison d'une condition de travail pas idéale, en plus avec la surcharge de travail et les récits difficiles qui constituent
aussi justement l'usure de compassion. C'est quelqu'un qui fait des greffes, des dons d'organes, des conseils génétiques. C'est vraiment beaucoup plus large qu'on imagine. Un des plus grands dangers auxquels les patients s'exposent dans nos hôpitaux est lié maintenant à l'alimentation. On a découvert récemment que 45% des patients admis au service de médecine et de chirurgie des hôpitaux du Canada sont en fait frappés par un problème de malnutrition. Une étude réalisée l'an dernier auprès de 1000 patients à travers 18 hôpitaux universitaires et communautaires dans 8 provinces canadiennes montre en effet que cela augmente ultimement les taux de réadmission et aussi les cas de mortalité des patients. Le tiers des patients hospitalisés mangent moins de la moitié des aliments qui leur sont offerts et le rapport proposait de procéder ici à un dépistage systématique de baisse d'appétit auprès de tous les patients, et ce, dès leur admission à l'hôpital. Un reportage de Radio-Canada International.